Le millionnaire entra dans le restaurant comme toujours, mais en entendant la serveuse parler 9 langues différentes. Quelque chose en lui s'est brisé. Tout le monde s'arrêta, choqué, quand il se leva et fit quelque chose d'impensable. Personne n'oublierait jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Le soleil de Lyon se couchait doucement sur la Saône, projetant des reflets dorés sur les façades des immeubles haussmanniens. À cette heure précise, le restaurant « La Perle Dorée » s'éveillait, telle une créature nocturne qui ne révèle sa splendeur qu'à la tombée du jour, niché dans un hôtel particulier du 2e arrondissement. Ce temple de la haute gastronomie française était bien plus qu'un simple restaurant. C'était une institution, un théâtre où se jouaient chaque soir les drames et les comédies de la haute société lyonnaise. Les lustres en cristal de baccarat s'illuminèrent progressivement, faisant scintiller les couverts en argent disposés avec une précision militaire sur les nappes immaculées. Dans les cuisines, le balai des préparatifs battait son plein. Le chef Marcel Beaumont, quinquagénaire au regard sévère mais juste, orchestrait sa brigade avec l'autorité tranquille d'un maestro. « Sarah, les Américains arrivent à 20h30 précise. Je compte sur toi pour la table 12. » lança-t-il à une jeune femme qui ajustait son tablier noir. Sarah Lemercier hocha la tête. À 25 ans, elle n'était pas simplement une serveuse. Elle était devenue l'atout secret de « La Perle Dorée ». Son visage aux traits fins encadré par des cheveux châtains coupés au carré dégageait une élégance naturelle que même l'uniforme du personnel ne parvenait pas à dissimuler. Mais c'était surtout son don pour les langues qui faisait d'elle une perle rare. L'anglais, l'italien, l'espagnol et même quelques notions de mandarin coulèrent de ses lèvres avec une aisance déconcertante. « Bien sûr, chef », répondit-elle en vérifiant machinalement la présence du petit médaillon en argent qu'elle portait autour du cou, dissimulé sous sa chemise blanche. Ce geste, presque superstitieux, la rassurait avant chaque service important. À l'étage, dans un salon privé aux murs tapissés de velours bordeaux, Thibaut Fournier ajustait sa cravate devant un miroir ancien. À 60 ans, l'homme d'affaires conservait cette prestance intimidante qui avait fait trembler tant de concurrents. Son regard gris acier, ses tempes grisonnantes parfaitement taillées et son costume sur mesure composaient l'image même du pouvoir. Pourtant, derrière ce masque de confiance absolue, un trouble persistant l'habitait depuis des décennies, un secret enfoui si profondément qu'il avait presque réussi à se convaincre qu'il appartenait à une autre vie. « Monsieur Fournier, vos invités américains viennent d'arriver », annonça le directeur du restaurant en entrant discrètement. « J'arrive dans un instant, Philippe », répondit Thibaut, en glissant dans la poche intérieure de sa veste un petit carnet relié de cuir, son talisman lors des négociations délicates. Ce soir, tout devait être parfait. Les investisseurs américains représentaient un enjeu crucial pour sa dernière grande opération financière avant une semi-retraite qu'il envisageait sans réelle conviction. Que ferait-il sans le travail acharné qui avait occupé chaque minute de son existence depuis cette nuit de décembre, il y a 25 ans? Thibaut chassa cette pensée et descendit l'escalier en colimaçon qui menait à la salle principale. En traversant le restaurant, il nota avec satisfaction l'atmosphère feutrée, le murmure élégant des conversations, le tintement délicat des verres en cristal. Son regard balaya la salle, s'arrêtant brièvement sur chaque table, évaluant inconsciemment la valeur nette de chaque convive comme un réflexe professionnel impossible à réprimer. C'est alors qu'il aperçut Sarah pour la première fois. Elle servait un couple de Japonais, échangeant quelques mots dans leur langue avec un sourire qui illuminait son visage. Il y avait dans sa posture, dans la légère inclinaison de sa tête lorsqu'elle écoutait, quelque chose qui provoqua chez Thibaut un sentiment étrange, comme un écho lointain. « Monsieur Fournier, quel plaisir de vous revoir !» La voix forte de James Wilson, le chef de la délégation américaine, interrompit sa contemplation. « Paris est magnifique comme toujours, mais Lyon a ce je ne sais quoi d'authentique que j'adore. Lyon est bien plus qu'authentique, mon cher James. C'est l'âme même de la France. » répondit Thibaut, en serrant chaleureusement la main de l'Américain, retrouvant instantanément son personnage d'homme d'affaires affable mais inébranlable. À quelques tables de là, Antoine Dufresne observait la scène, son verre de Bourgogne suspendu à mi-chemin de ses lèvres. À 58 ans, l'ancien industriel portait comme un fardeau visible les stigmates de sa déchéance financière, un costume autrefois luxueux légèrement élimé au coude, une montre de prix
mais d'un modèle dépassé. Et surtout, ce regard où la haine le disputait à l'envi, le voilà qui parade encore avec ses Américains, murmura-t-il à son fils Victor, jeune homme de 30 ans au visage anguleux marqué par une ambition dévorante. Si seulement il savait avec quel serpent il s'apprête à faire affaire. Patience. Père, répondit Victor en observant Thibault, Fournier avec une attention clinique. Son heure viendra. Le service battait son plein lorsque Sarah fut appelée en renfort à la table des Américains. Thibault, absorbé par la négociation, ne remarqua pas immédiatement sa présence jusqu'à ce qu'elle prenne la parole en anglais pour présenter le plat signature du chef. La pureté de son accent fit se retourner l'un des investisseurs avec surprise. « Où avez-vous appris à parler un anglais aussi parfait ?» demanda-t-il avec curiosité. « Oh, je suis autodidacte, monsieur », répondit Sarah avec une modestie sincère. « J'ai toujours eu une facilité pour les langues. »« Autodidacte », s'étonna l'homme d'affaires texan. « Et combien de langues parlez-vous exactement ?»« 5 couramment, et je me débrouille dans 3 autres, » dit-elle en souriant. La conversation dévia alors que les Américains, impressionnés, commencèrent à la tester dans diverses langues qu'elle maniait avec une aisance confondante. Thibault, silencieux, l'observait avec une intensité nouvelle. Ce n'était pas seulement son talent linguistique qui le troublait, mais quelque chose de plus profond, presque viscéral. Son sourire, peut-être, ou cette façon qu'elle avait de pencher légèrement la tête en écoutant attentivement, un souvenir flou émergea des profondeurs de sa mémoire. Une jeune femme aux yeux clairs qui riait sous la pluie. Sur les quais de Saône, Pauline, son corps se raidit imperceptiblement. « Et vous êtes lyonnaise de naissance ?» demanda-t-il soudain, interrompant la conversation. Sarah se tourna vers lui, surprise par cette intervention personnelle venant du propriétaire des lieux, qu'elle n'avait aperçu que de loin jusqu'à présent. « Non, monsieur. J'ai grandi à l'orphelinat Saint-Joseph-des-Fleurs, à la périphérie de la ville. » Le temps sembla s'arrêter pour Thibault. Le brouhaha du restaurant s'estompa, remplacé par les battements assourdissants de son propre cœur. Saint-Joseph-des-Fleurs. Les mots résonnèrent comme un glas dans son esprit. Par un effort surhumain, il parvint à maintenir son expression impassible, mais ses doigts se crispèrent autour du pied de son verre. Un parcours remarquable, se contenta-t-il de commenter, avant de rediriger habilement la conversation vers les affaires. Sarah s'éloigna pour servir d'autres tables, inconsciente du chaos qu'elle venait de déclencher dans l'esprit de Thibault. En passant près du bar, elle croisa le regard insistant d'Antoine Dufresne, dont la fixité la mit mal à l'aise, alors que la soirée avançait et que les bouteilles de Grand Cru se vidaient. Thibault ne pouvait s'empêcher de suivre Sarah du regard. Était-ce possible, après toutes ces années, le médaillon qu'il avait cru apercevoir sous sa chemise? Non, ce serait une coïncidence trop cruelle. Dans les cuisines, Marcel remarqua la pâleur soudaine de Sarah lorsqu'elle revint chercher une commande. « Ça va, petite ?» demanda-t-il avec la brusque tendresse qui le caractérisait. « Oui, c'est juste. Le patron n'arrête pas de me regarder bizarrement depuis tout à l'heure. » Marcel jeta un coup d'œil par le hublot de la porte de service. « Fournier est un homme compliqué. Méfie-toi de lui comme de la peste. »« Tu le connais bien ?» s'étonna Sarah. « Suffisamment pour savoir qu'il peut détruire des vies sans même cligner des yeux, » répondit Marcel en retournant à ses fourneaux. Mettant fin à la conversation, la soirée touchait à sa fin. Les Américains, conquis, avaient pratiquement scellé l'accord avant même de quitter la table. Thibault, malgré ce succès professionnel, restait préoccupé. Alors que les derniers clients partaient, il vit Sarah qui arrangeait discrètement des fleurs sur une table débarrassée, le médaillon d'argent momentanément visible sous sa chemise entr'ouverte. À cet instant précis, au plus profond de lui-même, Thibault de Fournier sut que le passé qu'il avait si soigneusement enterré venait de ressurgir, et que plus rien ne serait jamais comme avant. Le soleil n'était pas encore levé lorsque Thibault de Fournier, assis dans son bureau du dernier étage d'une tour moderne surplombant Lyon, contemplait la ville qui s'éveillait. Il n'avait pas dormi. Comment l'aurait-il pu ? Les événements de la veille tourbillonnaient dans son esprit comme les feuilles d'automne emportées par le Mistral. « Saint-Joseph-des-Fleurs », murmura-t-il. Ces mots résonnant comme une sentence, d'un geste presque rituelique, il ouvrit le tiroir central de son bureau, protégé par une serrure à code que lui seul connaissait. Au fond, sous des dossiers soigneusement rangés, se trouvait une boîte en bois d'ébène. Il l'extirpa délicatement et l'ouvrit, révélant un médaillon en argent identique à celui qu'il avait aperçu au cou de Sarah.
25 ans, soupira-t-il en caressant le bijou du bout des doigts. Les souvenirs, qu'il avait si méticuleusement enfouis sous des couches de travail acharné et de réussite sociale, remontèrent à la surface avec une violence inattendue. Lyon, décembre 1999. La neige tombait doucement sur les quais de Saône lorsque Thibault, alors jeune entrepreneur ambitieux de 35 ans, avait rencontré Pauline Lemercier. Elle travaillait comme guide au musée des Beaux-Arts, et son intelligence vive contrastait avec la fraîcheur de ses 22 ans. Issue d'un milieu modeste, elle possédait cette soif d'apprendre, cette curiosité insatiable qui l'avait immédiatement séduit. Leur histoire aurait dû rester une simple aventure. L'héritier d'une dynastie industrielle ne pouvait sérieusement envisager un avenir avec une jeune femme sans fortune ni relation. C'est du moins ce que son père, Victor Fournier, n'avait cessé de lui répéter lors de dîners familiaux de plus en plus tendus. Les Fournier ne se mésallient pas, Thibault. Ton caprice a assez duré. Mais Pauline était enceinte, et contre toute attente, Thibault s'était découvert prêt à défier conventions et pressions familiales, jusqu'à cette nuit de juillet 2000, où tout avait basculé. Son père, apprenant la naissance imminente, avait utilisé l'arme la plus redoutable de son arsenal, le chantage économique. Non seulement il déshériterait Thibault, mais il utiliserait toute son influence pour détruire ses affaires naissantes. Pire encore, il avait menacé de s'en prendre directement à Pauline, évoquant des conséquences regrettables pour sa carrière et sa famille. Écartelé entre son amour et la peur, Thibault avait fait ce qui lui semblait être le choix le moins douloureux pour tous. Il avait disparu de la vie de Pauline, laissant derrière lui une somme d'argent conséquente et ce médaillon en argent, un héritage familial qu'il avait séparé en deux, gardant une moitié et laissant l'autre à l'enfant qu'il ne connaîtrait jamais. Lyon, présent, le téléphone de son bureau sonna, le ramenant brutalement au présent. « Monsieur Fournier, votre premier rendez-vous est arrivé », annonça sa secrétaire. « Reportez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui, Madeleine. Je dois m'absenter pour une affaire personnelle urgente. » Thibault n'attendit pas la réponse. Raccrochant avant que sa secrétaire ne puisse protester, il rangea soigneusement le médaillon dans la boîte, qu'il remit à sa place, puis enfila son manteau. Une demi-heure plus tard, sa Bentley noire se garait devant un bâtiment austère de la périphérie lyonnaise. L'orphelinat Saint-Joseph-des-Fleurs avait été rénové au fil des ans, en partie grâce aux dons anonymes que Thibault faisait régulièrement, mais conservait cette atmosphère institutionnelle caractéristique. À la réception, une jeune femme leva les yeux de son ordinateur, visiblement surprise par l'apparition de cet homme en costume impeccable. « Bonjour, je souhaiterais rencontrer Madame Clément, si elle est disponible, » demanda-t-il d'une voix qu'il s'efforça de rendre neutre. « Vous avez rendez-vous ?»« Non. Mais dites-lui que monsieur Mercier souhaite la voir concernant un ancien pensionnaire. C'est important. » Quelques minutes plus tard, Thibault fut conduit dans un petit bureau où une femme âgée, le dos voûté mais le regard toujours vif, l'attendait. « Monsieur Fournier, » dit-elle sans embâge. « Je me demandais quand vous vous décideriez enfin à franchir cette porte en personne. » Après toutes ces années de dons anonymes, Thibault ne put dissimuler sa surprise. « Vous m'avez reconnu. J'ai beau être vieille, ma mémoire fonctionne encore parfaitement. Je n'oublie jamais un visage, surtout celui d'un homme qui dépose un bébé par une nuit d'orage, avec pour seules instructions de lui remettre un médaillon d'argent à sa majorité. » Il y eut un silence pesant, que Thibault rompit finalement. « Sarah Lemercier, elle travaille à la Perle Dorée. Est-ce ma fille ?» Madame Clément l'observa longuement avant de répondre. « Vous connaissez déjà la réponse, monsieur Fournier. La question est plutôt, que comptez-vous faire maintenant, pendant ce temps ?» À l'autre bout de Lyon, Sarah se réveillait dans son petit appartement sous les toits, encore troublée par les événements de la veille. Le regard insistant de Thibault, Fournier l'avait mise mal à l'aise, sans qu'elle puisse réellement s'expliquer pourquoi. En préparant son café, elle repensa à la conversation qu'elle avait eue avec Marcel après le service. Alors qu'ils partageaient un verre de vin dans la cuisine déserte, « Tu as remarqué comment Fournier te regardait ce soir ?» avait demandé le chef, les sourcils froncés. Difficile de ne pas le remarquer, c'était étrange. « Méfie-toi de lui, Sarah. Cet homme n'est pas ce qu'il paraît. Tu parles comme si tu le connaissais personnellement, » avait-elle répondu. Intriguée, Marcel avait alors avalé une grande gorgée de vin avant de répondre. « Disons que j'ai vu ce qu'il est capable de faire quand quelqu'un se met en travers de son chemin. Les Dufresne n'étaient pas toujours les épaves que tu vois aujourd'hui, tu sais.
Cette révélation avait piqué sa curiosité. Les Dufresne étaient des clients réguliers, mais elle n'avait jamais prêté attention à l'animosité évidente qu'il manifestait envers Thibault Fournier. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. C'était un message du restaurant. Fournier avait demandé qu'elle soit affectée exclusivement au service de son salon privé pour le dîner de ce soir. Une requête inhabituelle qui fit naître en elle un mélange d'appréhension et de curiosité. Dans un appartement autrefois luxueux du quartier d'Ainay, Antoine Dufresne fixait une vieille photographie jaunie par le temps. On y voyait 3 hommes souriant devant l'entrée d'une usine. Lui-même, plus jeune et plus vigoureux. Son père, Bernard Dufresne, et Thibault Fournier, une époque révolue, avant la trahison. « Père, regarde ça !» lança Victor en entrant dans la pièce, agitant son smartphone. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur cette serveuse que Fournier dévorait des yeux hier soir. » Antoine prit le téléphone et parcourut l'article affiché à l'écran. Un reportage local sur l'orphelinat Saint-Joseph-des-Fleurs, avec une photo de groupe où l'on reconnaissait une Sarah adolescente. « Et alors, Fournier s'intéresse maintenant aux orphelines ?» demanda Antoine avec dédain. « Ce n'est pas ça, » répondit Victor, impatient. « Regarde la date de l'article, puis fais le calcul. Cette fille doit avoir dans les 25 ans. Et rappelle-toi cette histoire avec la jeune femme du musée, juste avant que Fournier ne nous trahisse. » Antoine fronça les sourcils, puis son visage s'illumina d'une compréhension soudaine. « Pauline Lemercier, » murmura-t-il. « Et cette fille s'appelle Sarah Lemercier. Tu crois que... » « Il faut en avoir le cœur net, » dit Victor. Un sourire mauvais se dessinant sur ses lèvres. « Si cette serveuse est bien la fille cachée de Fournier, nous tenons enfin notre revanche. » Le soir venu, Sarah arriva au restaurant avec 1 heure d'avance. Comme le lui avait demandé Philippe, le directeur, elle fut surprise de trouver Marcel qui l'attendait à l'entrée de service. L'air préoccupé. « Je voulais te parler avant le service, » dit-il en l'entraînant vers un recoin tranquille. « Fournier a spécifiquement demandé que tu sois à son service ce soir. »« Je sais, Philippe me l'a dit. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai vu Fournier sortir de l'orphelinat Saint-Joseph ce matin. » Sarah sentit son cœur manquer un battement. « Comment ça? Tu l'as suivi? »« Non, j'y étais pour livrer les repas de la cantine, comme chaque mois. C'est mon action caritative, » expliqua-t-il devant son air surpris. « Le hasard fait parfois bien les choses, Sarah. Je ne sais pas ce que cet homme te veut, mais sois prudente. » Alors qu'elle se changeait dans les vestiaires, Sarah ne pouvait s'empêcher de se demander quel lien mystérieux pouvait exister entre le puissant Thibault Fournier et l'orphelinat où elle avait grandi. Et pourquoi, soudain, semblait-il s'intéresser tant à elle? Le médaillon contre sa poitrine semblait plus lourd que d'habitude, comme si ce petit morceau d'argent détenait la clé d'un mystère dont elle n'avait même pas conscience. Le salon privé de la Perle Dorée avait été arrangé avec un soin particulier ce soir-là. Les bougies remplaçaient l'éclairage électrique, créant une atmosphère feutrée où les ombres dansaient sur les murs aux boiseries anciennes. Sarah, vêtue de son uniforme impeccable, se tenait droite près de la porte. Attendant l'arrivée de Thibault Fournier et de son mystérieux invité, le majordome Philippe lui avait expliqué que M. Fournier dînerait en tête-à-tête et qu'elle serait la seule à assurer le service, une situation inhabituelle qui la rendait nerveuse. Surtout après les révélations de Marcel, la porte s'ouvrit enfin sur Thibault. Mais contrairement à ce qu'elle attendait, il était seul. « Bonsoir Sarah », dit-il avec une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. « Merci d'avoir accepté de servir ce soir. »« C'est mon travail, monsieur », répondit-elle simplement, masquant sa surprise. Thibault s'installa à table, puis désigna la chaise face à lui. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Sarah resta immobile, décontenancée. « Pardon, monsieur, mais je ne vous ai pas fait venir pour servir un dîner, Sarah. J'aimerais vous parler, c'est personnel. » Méfiante, elle hésita avant de s'asseoir du bout des fesses. « Prête à se relever à tout moment, monsieur, si c'est à propos de mon travail. »« C'est à propos de Saint-Joseph-des-Fleurs » l'interrompit doucement Thibault. « Et de votre médaillon ?» Instinctivement, la main de Sarah se porta à sa poitrine, où le bijou reposait sous son chemisier. « Comment savez-vous ? » ?»« J'ai visité l'orphelinat ce matin et parlé avec Madame Clément, » admit-il. Il semblait choisir ses mots avec une extrême précaution. « J'ai des raisons de croire que je pourrais vous aider à en savoir plus sur vos origines. » Le cœur de Sarah bondit dans sa poitrine.
Depuis qu'elle avait l'âge de comprendre sa situation, elle n'avait cessé de s'interroger sur ses parents biologiques. Qui étaient-ils? Pourquoi l'avaient-ils abandonné? Chaque anniversaire passé à l'orphelinat avait ravivé ces questions sans réponse. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle, la suspicion évidente dans sa voix. Thibaud parut hésiter avant de répondre. « Disons que j'ai connu quelqu'un qui pourrait être lié à votre histoire, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais en apprendre davantage sur vous, sur votre parcours. » Durant l'heure qui suivit, dans ce curieux renversement de situation où l'un des hommes les plus puissants de Lyon écoutait attentivement une simple serveuse, Sarah se surprit à raconter son enfance à Saint-Joseph. Les moments difficiles, mais aussi les petites joies, son attrait précoce pour les langues, qu'elle avait développé presque par nécessité. À l'orphelinat, il y avait des enfants de toutes origines, expliqua-t-elle. Apprendre à communiquer avec eux était ma façon de créer des liens, de construire une sorte de famille. Thibault l'écoutait avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à graver chaque mot dans sa mémoire. « Et ce médaillon ?» demanda-t-il finalement. Sarah le sortit de sous son chemisier. L'objet en argent représentait une moitié de soleil rayonnant, avec des inscriptions gravées sur le bord qui semblaient devoir se prolonger sur une autre pièce. « C'est la seule chose que j'avais sur moi quand on m'a déposée à Saint-Joseph. Madame Clément me l'a remis quand j'ai eu 18 ans. En me disant que la personne qui m'avait laissé avait insisté pour que je le reçoive à ma majorité. » Thibault détourna brièvement le regard, comme pour masquer une émotion qu'il ne voulait pas révéler. « Demain, c'est votre jour de congé, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, pourquoi ? J'aimerais vous emmener quelque part, un endroit qui pourrait contenir des réponses. » Le lendemain matin, Sarah attendait à l'arrêt de bus près de son appartement, l'esprit en ébullition. Avait-elle eu raison d'accepter cette invitation ? Marcel l'avait mise en garde, et pourtant, une Bentley noire s'arrêta devant elle. La vitre se baissa révélant le visage du chauffeur personnel de Fournier. « Mademoiselle Lemercier, Monsieur Fournier m'a demandé de venir vous chercher. » Le trajet se déroula en silence. Sarah regardait défiler les quartiers de Lyon. S'éloignant progressivement du centre pour emprunter une route qui montait vers les collines surplombant la ville, ils s'arrêtèrent devant un petit cimetière de campagne, où Thibault l'attendait. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. Il la guida entre les tombes, jusqu'à une pierre modeste mais bien entretenue. Sarah lut l'inscription et sentit son cœur se serrer. « Pauline Lemercier, 1977-2002, à jamais dans nos cœurs. Lemercier, murmura-t-elle, comme moi. Elle était guide au musée des Beaux-Arts, dit doucement Thibault. Brillante, passionnée par l'art et les langues, comme vous. » Sarah s'agenouilla devant la tombe, effleurant du bout des doigts le nom gravé dans la pierre. « C'était ma mère ? » « Je le crois, oui, » répondit Thibault, la voix légèrement tremblante. « Pauline est morte d'une pneumonie 2 ans après votre naissance. Elle vivait seule, avait refusé toute aide de sa famille après qu'on lui ait pris son enfant. » Sarah se releva brusquement, dévisageant Thibault avec une intensité nouvelle. « Comment savez-vous tout cela ? Qui êtes-vous réellement pour elle ? Pour moi ?» Thibault ouvrit la bouche, puis la referma, visiblement tiraillé. « J'ai connu Pauline, » finit-il par dire. « Nous étions proches. Vous l'avez aimée ?» insista Sarah. Sentant qu'il y avait plus. « Oui, » admit-il. « Mais les circonstances, ma famille... » Un silence pesant s'installa entre eux, uniquement troublé par le vent qui agitait les feuilles des arbres environnants. « Et mon père ?» demanda finalement Sarah. « Vous le connaissiez aussi ?» Thibault détourna le regard. « C'est compliqué, Sarah. Il y a des choses que je ne peux pas encore vous dire. Pas maintenant, pendant ce temps. » À la Perle Dorée, Marcel terminait les préparatifs pour le service du midi quand Victor Dufresne se présenta à la porte de service. « On est fermé jusqu'à midi, » lança sèchement le chef. « Je ne viens pas manger, » répondit Victor avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je cherche Sarah Lemercier, une affaire personnelle. » Marcel essuya ses mains sur son tablier, instinctivement méfiant. « Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est son jour de congé. »« Vraiment, quel dommage, » dit Victor, feignant la déception. « Si vous la voyez, pourriez-vous lui dire que j'ai des informations concernant ses parents biologiques, notamment sa mère, Pauline Lemercier ?» Marcel se figea. « Comment connaissez-vous ce nom ?»« Disons que ma famille et celle de Thibault Fournier partagent une longue histoire, » répondit Victor. Satisfait de la réaction du chef, « Une histoire que Sarah mérite de connaître, vous ne croyez pas ?»
Après le départ de Victor, Marcel resta immobile dans sa cuisine, le visage sombre. Il sortit son téléphone pour appeler Sarah, mais tomba directement sur sa messagerie. De retour en ville, Thibault avait conduit Sarah dans un café tranquille du vieux Lyon. La jeune femme, encore bouleversée par la visite au cimetière, fixait sa tasse de thé sans la voir. « Je fais des dons anonymes à Saint-Joseph depuis votre naissance », admit Thibault, rompant le silence. « Je voulais m'assurer que vous ne manquiez de rien. »« Pourquoi ?» demanda Sarah, levant enfin les yeux vers lui. « Pourquoi vous souciez tant du sort d'une orpheline, à moins que... » Son téléphone vibra, l'interrompant. Un message de Marcel. « Urgent. Les Dufresne te cherchent. Ils prétendent connaître tes parents. Ne leur fais pas confiance. Appelle-moi. » Sarah fronça les sourcils, décontenancée par cette nouvelle pièce du puzzle. « Quelque chose ne va pas, » s'enquit Thibault. « Les Dufresne. Ils disent connaître mes parents, » répondit-elle, observant attentivement sa réaction. Le visage de Thibault se ferma instantanément, une lueur de colère traversant son regard. « N'écoutez rien de ce qu'ils pourraient vous dire. Ces gens sont dangereux. »« Sarah, tout le monde semble connaître mon histoire sauf moi. » S'emporta-t-elle soudain, attirant les regards des tables voisines. « Marcel me dit de me méfier de vous. Vous me dites de me méfier des Dufresne. J'en ai assez des demi-vérités et des secrets. » Elle se leva brusquement, rassemblant ses affaires. « Je vais découvrir la vérité par moi-même, en commençant par retourner à Saint-Joseph pour parler à Madame Clément. »« Sarah, attendez, » tenta Thibault, en se levant à son tour. Mais elle était déjà partie, laissant derrière elle un homme tiraillé entre la peur de perdre à nouveau ce qu'il venait à peine de retrouver et le poids écrasant d'une vérité trop longtemps enfouie. L'orphelinat Saint-Joseph des Fleurs semblait plus petit que dans les souvenirs de Sarah. Les murs couleur crème écaillés par endroits, la grille en fer forgé dont la peinture s'écaillait, le jardin modeste mais soigneusement entretenu, tout lui paraissait désormais appartenir à une autre vie. Et pourtant, c'était ici qu'elle avait grandi, ici que s'était forgée la femme qu'elle était devenue. « Sarah, quelle bonne surprise !» s'exclama sœur Marie, qui s'occupait de l'accueil depuis plus de 30 ans. Son visage ridé s'illumina d'un sourire chaleureux. « Les enfants seront ravis de te voir. »« Je suis venue parler à Madame Clément, » dit Sarah, tentant de dissimuler son impatience. « C'est important. » Le sourire de la religieuse s'effaça légèrement. « Françoise ne va pas très bien aujourd'hui. Le médecin est passé ce matin. S'il vous plaît, sœur Marie, c'est à propos de mes parents. Je dois la voir. » Quelque chose dans le ton de Sarah dut convaincre la vieille femme, qui hocha la tête après un moment d'hésitation. 5 minutes, pas plus. Elle a besoin de repos. Madame Clément était allongée dans un petit appartement de fonction attenant à l'orphelinat. À 78 ans, l'ancienne directrice semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses mains décharnées reposaient sur la couverture, et son regard, autrefois si vif, paraissait voilé par la fatigue. « Sarah », murmura-t-elle en la reconnaissant, « je me doutais que tu viendrais aujourd'hui. Thibault le Fournier vous a parlé, n'est-ce pas ?» demanda Sarah, en s'asseyant près du lit. « Et maintenant, les Dufresne prétendent aussi connaître mes parents. Je ne comprends plus rien, Madame Clément. J'ai besoin de savoir. » La vieille femme ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Ce n'est pas à moi de te révéler toute la vérité, Sarah. Il y a des promesses que j'ai faites. »« À qui ? À Fournier, » s'emporta Sarah. « J'ai passé 25 ans sans savoir qui j'étais. J'ai le droit de connaître mon histoire. » Madame Clément soupira, puis indiqua du doigt un petit secrétaire en bois sombre dans un coin de la pièce. « Le tiroir du haut, il y a une enveloppe à ton nom. » Les mains tremblantes, Sarah ouvrit le meuble et trouva l'enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur se trouvaient quelques documents administratifs concernant son arrivée à l'orphelinat, une photo floue d'une jeune femme qui ressemblait étrangement à la tombe qu'elle avait vue plus tôt, et une lettre manuscrite dont l'écriture élégante mais pressée trahissait une grande émotion. « Ma chère enfant », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que tu cherches à comprendre pourquoi ta mère et moi avons dû te confier à Saint-Joseph. Sache que ce ne fut pas par manque d'amour, mais par crainte des conséquences si certaines personnes découvraient ton existence. » La lettre n'était pas signée. Sarah releva la tête, des larmes aux yeux. C'est tout. Pas de nom, pas d'explication claire. La personne qui a écrit cette lettre craignait que le document tombe entre de mauvaises mains, expliqua doucement Madame Clément. Il y avait aussi ceci. Elle sortit péniblement de sous son oreiller une vieille coupure de journal datée de décembre 1999. On y voyait une photo de Thibault, Fournier,
Plus jeune, lors de l'inauguration d'une nouvelle usine, à ses côtés se tenaient Antoine Dufresne et son père. Ils étaient associés à l'époque, dit la vieille femme. Avant que tout ne s'effondre, Sarah examina la photo, puis reporta son attention sur la lettre. « Vous pensez que Fournier est mon père, n'est-ce pas ?» Madame Clément détourna le regard. « Ce n'est pas à moi de te le dire, Sarah. »« Mais vous le savez, » insista la jeune femme. « Ce que je sais, » répondit la directrice avec une soudaine fermeté, « c'est que cette histoire est bien plus complexe et dangereuse que tu ne l'imagines. Les Dufresne ne sont pas des gens à qui tu peux faire confiance. Sarah, quant à Fournier... » Elle fut interrompue par une quinte de toux qui secoua son corps frêle. Sarah lui tendit un verre d'eau. « Merci, » murmura Madame Clément. « Promets-moi d'être prudente. Certaines blessures du passé ne cicatrisent jamais vraiment. » Pendant ce temps, dans le bureau de Thibaut Fournier, l'atmosphère était électrique. Assis face à lui, Marcel Beaumont le dévisageait avec un mélange de colère et de mépris. 25 ans de silence, et soudain vous décidez d'entrer dans sa vie, lança le chef. Qu'est-ce qui a changé, Fournier ? Votre conscience s'est réveillée, ou bien vous avez simplement besoin d'un héritier maintenant que vous vieillissez ? Thibaut encaissa sans broncher. Comment avez-vous su pour Sarah ? Je connaissais Pauline, répondit Marcel, une douleur ancienne transparaissant dans sa voix. C'était ma cousine. Quand elle est morte, j'ai promis de veiller sur sa fille de loin. C'est moi qui ai recommandé Sarah pour ce poste à la Perle Dorée. Je ne pensais pas que vous la reconnaîtriez. Thibaut se leva lentement et s'approcha de la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur Lyon. Je ne l'ai pas reconnue immédiatement. C'est son médaillon, puis sa façon de parler les langues. Pauline avait ce même don. Et maintenant, vous allez lui dire la vérité, ou continuer à jouer à ce petit jeu malsain. Ce n'est pas si simple, soupira Thibaut. Les Dufresne sont déjà sur sa piste. S'ils découvrent qu'elle est ma fille, ils n'hésiteront pas à l'utiliser contre moi. Marcel ricana amèrement. Vous êtes pathétique. Fournier, toujours à vous cacher derrière des excuses. Sarah mérite de connaître la vérité, et elle la découvrira avec ou sans votre aide. C'est précisément ce qui m'inquiète, admit Thibaut. Si elle apprend tout d'un coup, surtout par les Dufresne. Alors quoi ? Elle vous détestera, c'est probablement ce que vous méritez. Thibaut se tourna vers Marcel, une lueur de détermination dans le regard. Je vais lui dire, mais à ma façon, progressivement, je dois d'abord gagner sa confiance. Bonne chance avec ça, lança Marcel en se dirigeant vers la porte. Sarah n'est pas du genre à faire confiance facilement, surtout à un homme qui l'a abandonnée. La nuit était tombée quand Sarah rentra chez elle, l'esprit en ébullition, les documents trouvés à l'orphelinat, les avertissements de Madame Clément, les mystérieux messages des Dufresne. Tout tourbillonnait dans sa tête comme les pièces éparses d'un puzzle qu'elle n'arrivait pas à assembler. À peine avait-elle fermé la porte de son appartement que son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle avec méfiance. « Mademoiselle Lemercier ?» La voix était masculine, cultivée. « Victor Dufresne à l'appareil. J'espère ne pas vous déranger à cette heure. » Sarah hésita. « Comment avez-vous eu mon numéro ?»« Lyon est une petite ville quand on sait où chercher. » répondit-il d'un ton amusé. « J'aimerais vous rencontrer. Il s'agit d'informations importantes concernant vos parents biologiques, des informations que Thibaut Fournier préférerait garder secrètes. Pourquoi devrais-je vous faire confiance ? Parce que, contrairement à Fournier, je n'ai aucune raison de vous mentir. Je peux vous montrer des preuves. Des documents que j'ai conservés toutes ces années. » Sarah réfléchit rapidement. Marcel et Madame Clément l'avaient mise en garde contre les Dufresne, mais il semblait également protéger Fournier. Peut-être que la vérité se trouvait quelque part entre les deux versions. « D'accord, » décida-t-elle. « Mais dans un lieu public. »« Parfait. Demain 14h, au Café des Terreaux. Venez seul. » Après avoir raccroché, Sarah remarqua un petit paquet devant sa porte, qu'elle n'avait pas vu en entrant. Une boîte élégante sans carte ni message. À l'intérieur, elle découvrit un livre ancien sur l'histoire de l'art, en plusieurs langues. Exactement le type d'ouvrage qu'elle avait toujours rêvé de posséder, mais n'avait jamais pu s'offrir. Elle savait qui l'avait envoyé, sans avoir besoin d'une signature. Cette tentative de Thibaut, Fournier de gagner ses faveurs par un cadeau, aussi bien choisi soit-il, ne faisait que renforcer sa détermination à découvrir la vérité par tous les moyens. Sur sa table de nuit,
La photo de Pauline Lemercier semblait la regarder avec une tristesse infinie, comme pour la mettre en garde contre les dangers qui l'attendaient. Sarah serra son médaillon d'argent dans sa main. Demain, peut-être, elle saurait enfin qui elle était vraiment. Le café des terreaux bourdonnait d'activité en ce début d'après-midi ensoleillé. Sarah avait choisi une table en terrasse, à la fois suffisamment visible pour se sentir en sécurité et assez éloignée pour ne pas être entendue. Elle était arrivée en avance, commandant un thé qu'elle n'avait pas touché, ses doigts jouant nerveusement avec la chaîne de son médaillon. Victor Dufresne apparut à 14 heures précises, vêtu d'un costume bien coupé qui trahissait des habitudes de luxe que sa situation financière actuelle ne permettait plus. Grand, les traits fins et le regard perçant, il dégageait un charisme ambigu, à la fois séduisant et inquiétant. « Mademoiselle Lemercier », la salua-t-il en s'asseyant face à elle. « Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je suis venu pour des réponses, monsieur Dufresne, pas pour des politesses. » Un sourire appréciateur étira les lèvres de Victor. Direct, j'aime ça. Il commanda un espresso au serveur qui passait, puis se pencha légèrement vers elle. « Que vous a dit Fournier exactement ? » « Presque rien, » admit Sarah. « Il m'a montré la tombe de Pauline Lemercier, qui serait ma mère, mais concernant mon père, il a joué les mystérieux, n'est-ce pas ?» Victor eut un petit rire sans joie, tellement prévisible. Il sortit de sa poche intérieure une enveloppe qu'il posa sur la table. « Avant d'ouvrir ceci, vous devez comprendre le contexte. Au début des années 2000, Thibaut Fournier et mon père étaient associés dans une entreprise de textile. Tout allait bien jusqu'à ce que Fournier tombe amoureux d'une jeune guide de musée, votre mère. » Sarah écoutait attentivement, chaque mot résonnant en elle comme une pièce s'ajoutant au puzzle de sa vie. « Pauline est tombée enceinte, » poursuivit Victor. « Le père de Fournier, un homme d'une autre époque, a vu cette relation comme une mésalliance. Il a menacé de déshériter son fils si cette histoire continuait. Et Fournier a choisi l'argent plutôt que ça, que moi, » compléta Sarah, la gorge serrée. « Pas immédiatement, » nuança Victor, sirotant son café. « Il a d'abord envisagé de quitter l'entreprise familiale. C'est là que mon père est intervenu, lui proposant de racheter ses parts pour qu'il puisse démarrer une nouvelle vie avec Pauline et l'enfant à naître. » Le regard de Victor se durcit. « Mais au dernier moment, Fournier a trahi tout le monde. Il a vendu ses parts à un concurrent, entraînant la ruine de mon père, puis il a abandonné Pauline et le bébé, vous, avant de disparaître pendant des mois. » Sarah ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle contenait plusieurs documents. Un ancien contrat portant les signatures de Thibaut Fournier et Bernard Dufresne, des coupures de presse relatant la chute de l'entreprise Dufresne, et une photo jaunie montrant Pauline, visiblement enceinte, aux côtés d'un jeune Thibaut. « Mon père ne s'est jamais remis de cette trahison, » conclut Victor. « Il est mort 3 ans plus tard d'une crise cardiaque, rongé par l'amertume et les dettes. » Sarah fixa longuement la photo, émue de voir sa mère biologique si jeune, si vivante. « Pourquoi me raconter tout cela maintenant ? Parce que Fournier s'intéresse soudainement à vous, et cela m'inquiète. Cet homme a détruit ma famille par ambition. Je ne voudrais pas qu'il vous manipule comme il l'a fait avec tant d'autres. » Une ombre passa sur leur table. Sarah leva les yeux pour découvrir Marcel, debout devant eux, le visage fermé. « Sarah, il faut qu'on parle, » dit-il simplement. Victor sourit avec une politesse glaciale. « Chef Beaumont, nous sommes en pleine conversation privée. » « Une conversation pleine de mensonges, j'imagine, » répliqua Marcel, avant de se tourner vers Sarah. « Ne crois pas un mot de ce serpent. » La tension était palpable. Sarah se leva, mal à l'aise. « Je dois y aller. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, » insista Victor en lui tendant sa carte. « Et si vous voulez connaître toute la vérité sur votre médaillon, appelez-moi. »« Comment as-tu su que j'étais là ?» demanda Sarah alors qu'elle marchait aux côtés de Marcel sur les quais de Saône. « Fournier m'a appelé. Il a fait suivre Dufresne depuis plusieurs jours. » Sarah s'arrêta net. « Fournier me fait espionner. »« Non, » soupira Marcel. « C'est Dufresne qu'il surveille. Il te protège, à sa façon. »« Me protéger, ou protéger ses secrets. » Elle secoua la tête, frustrée. « J'en ai assez des non-dits. Victor Dufresne prétend que mon médaillon cache un secret. Toi qui connaissais ma mère, sais-tu de quoi il parle ?» Marcel hésita visiblement. « Ce médaillon est unique. Il a été fabriqué en 2 parties qui s'emboîtent. Pauline m'en a parlé avant sa mort, » acheva Sarah. « Et où est l'autre moitié ? Je pense que tu connais déjà la réponse, » répondit doucement Marcel. «
Sarah ferma brièvement les yeux, assimilant cette information. Fournier là, n'est-ce pas? Il possède l'autre moitié. Marcel acquiesça lentement. Tu dois lui parler, Sarah. Quoi que Dufresne t'ait raconté, il n'a pas toutes les pièces du puzzle. Ce soir-là, Sarah se présenta à l'imposante résidence de Thibault, Fournier dans le quartier huppé de la Croix-Rousse. La demeure, une ancienne maison de soyeux rénovée avec goût, offrait une vue spectaculaire sur la ville. Le majordome la conduisit au bureau de Thibault, une pièce au mur couvert de livres et de tableaux anciens. L'homme d'affaires semblait l'attendre, debout près de la cheminée où crépitait un feu malgré la douceur de la soirée. « Sarah » dit-il simplement, comme s'il avait du mal à prononcer ce prénom. « Merci d'être venue. Je veux voir l'autre moitié du médaillon », annonça-t-elle sans préambule. Thibault ne parut pas surpris par cette demande directe. Il s'approcha d'un petit coffre-fort dissimulé derrière un tableau, l'ouvrit et en sortit un écrin en cuir. À l'intérieur, sur un coussin de velours, reposait l'autre moitié du médaillon, identique au sien, mais représentant l'autre moitié du soleil. « Je l'ai gardé toutes ces années » murmura-t-il. Sarah sortit son propre médaillon et le posa à côté de celui de Thibault. Les deux pièces semblaient s'appeler mutuellement, comme aimantées l'une vers l'autre. « Pourquoi avoir séparé le médaillon ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « C'était une tradition familiale », expliqua Thibault, le regard fixé sur les deux moitiés. « Un symbole d'appartenance. Je voulais que vous ayez toujours une part de moi, même si nous étions séparés. » Sarah leva les yeux vers lui, cherchant dans son regard la confirmation de ce qu'elle pressentait déjà. « Vous êtes mon père. » Ce n'était pas une question. Thibault hocha lentement la tête, incapable de parler, une émotion rare contractant ses traits habituellement si maîtrisés. « Pourquoi m'avoir abandonné ?» La question, simple et directe, contenait 25 ans de douleur et d'incompréhension. Thibault s'assit lourdement dans un fauteuil en cuir. Mon père était un homme impitoyable. Quand il a appris pour Pauline et sa grossesse, il a menacé non seulement de me déshériter, mais aussi de s'en prendre directement à elle et à vous. Et vous l'avez cru, vous avez eu peur d'un vieil homme. Il avait déjà détruit des vies pour moins que ça, dit Thibault, le regard perdu dans les flammes. J'ai cru faire ce qui était le mieux pour vous protéger, vous confier à Saint-Joseph. Veiller de loin sur votre éducation, me priver d'une famille, compléta Sarah, amère. Et maintenant, pourquoi ce soudain intérêt pour moi après tant d'années? Thibault se leva et s'approcha d'elle, sans oser la toucher. Vous voir au restaurant, ce médaillon autour de votre cou, c'était comme si le destin me donnait une seconde chance. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, Sarah, mais j'aimerais au moins que vous connaissiez toute l'histoire. Il lui tendit un épais dossier. Voici tout ce que j'ai conservé sur Pauline, sur vous, des photos, des lettres, des documents, la vérité, pas la version déformée des Dufresne. Sarah prit le dossier, hésitante. Qu'est-ce que les Dufresne ont à voir avec tout ça? Bernard Dufresne était le bras droit de mon père, expliqua Thibault, une ombre passant sur son visage. C'est lui qui a transmis les menaces, qui a orchestré la campagne d'intimidation contre Pauline. J'ai découvert plus tard qu'il convoitait ma place dans l'entreprise. La ruine des Dufresne n'était que justice, même si j'en ai payé le prix fort. Sarah sentit la tête lui tourner face à toutes ces révélations. Elle serra le médaillon dans sa main. Ce petit morceau d'argent qui avait été son seul lien avec un passé qu'elle découvrait plus complexe et douloureux qu'elle ne l'avait imaginé. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, « pour lire tout ça, pour comprendre. » Thibault acquiesça respectueusement. « Prenez tout le temps nécessaire, je serai là quand vous serez prête à parler. » Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Sarah se tourna une dernière fois vers lui. « Le médaillon, que signifient les inscriptions gravées sur le bord? » « C'est une citation en latin, » répondit doucement Thibault. « Par mei semper tecum sur votre moitié, numquam sola eris sur la mienne. Ensemble. Cela signifie « Une part de moi toujours avec toi, tu ne seras jamais seule. » Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Sarah, tandis qu'elle quittait la demeure. Le dossier serré contre elle comme un trésor précieux et terrifiant à la fois. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans l'ombre d'une voiture garée non loin, Victor Dufresne observait la scène, un sourire glacial aux lèvres. « Te voilà enfin, petit oiseau », murmura-t-il en démarrant silencieusement. Et maintenant, le vrai jeu peut commencer. La pluie battait contre les fenêtres de l'appartement de Sarah, créant une musique mélancolique qui s'accordait parfaitement à son état d'esprit. Assise en tailleur sur son lit,
Elle était entourée des documents que Thibault lui avait confiés, des photos jaunies, des lettres à l'encre pâlie, des coupures de presse, les fragments épars d'une histoire dont elle avait été le cœur sans jamais le savoir. Une photo en particulier retenait son attention. Pauline, sa mère, debout devant le musée des Beaux-Arts, son visage illuminé par un sourire rayonnant, elle devait avoir à peine 20 ans. Si jeune, si pleine de vie, Sarah pouvait presque sentir sa présence dans la pièce, comme si le passé s'invitait silencieusement dans le présent. Son téléphone vibra, l'attirant de sa contemplation, un message de Marcel. « Tu vas bien ? Appelle-moi si tu as besoin de parler. » Elle hésita un instant, puis composa son numéro. La voix chaude du chef résonna à l'autre bout de la ligne. « Sarah ?» Je commençais à m'inquiéter. « J'ai vu Fournier hier soir, » dit-elle sans préambule. « Il m'a donné un dossier sur ma mère, sur Pauline. Tu aurais dû me dire plus tôt que tu étais son cousin. » Un silence pesant s'installa avant que Marcel ne réponde. « Je voulais te protéger. Cette histoire a déjà fait trop de mal. Me protéger en me cachant la vérité. » La colère perçait dans sa voix. Comme Fournier, comme tout le monde, apparemment. « Sarah, ce n'est pas si simple. » Marcel semblait chercher ses mots. « Après la mort de Pauline, j'étais dévastée. J'ai essayé de te retrouver. Mais l'adoption était anonyme. Ce n'est que des années plus tard, quand j'ai vu ton médaillon lors d'une visite à Saint-Joseph, que j'ai compris. Mais à ce moment-là, tu avais déjà grandi, tu avais ta vie. Je ne voulais pas tout bouleverser. » Sarah sentit sa colère s'apaiser légèrement. « Alors tu m'as fait embaucher à la Perle Dorée. Je voulais te garder à l'œil, oui, mais je n'aurais jamais imaginé que Fournier te reconnaîtrait. Et les Dufresne, quelle est leur place dans cette histoire ?» Le ton de Marcel se durcit. « Méfie-toi d'eux, Sarah. Bernard Dufresne était un homme cruel. Et son fils Victor a hérité de toute sa rancœur. La version de Fournier est peut-être incomplète, mais celle des Dufresne est empoisonnée. » Après avoir raccroché, Sarah se replongea dans les documents. Une enveloppe attira son attention. Elle contenait un rapport médical concernant Pauline, daté de 2002. Le diagnostic était sans appel. Une pneumonie aiguë, aggravée par un système immunitaire affaibli et un refus initial de traitement. En marge, une note manuscrite de Thibault. « J'aurais dû être là ». Ces 4 mots simples, écrits de cette écriture qu'elle reconnaissait désormais, provoquèrent en Sarah une émotion qu'elle ne put définir. Un mélange de colère, de tristesse et, malgré elle, d'une forme de compassion. L'hôpital universitaire de Lyon était un dédale de couloirs aseptisés où flottait cette odeur caractéristique de désinfectant. Sarah s'arrêta devant la chambre 413, hésitant un instant avant de frapper doucement. « Entrez !» répondit une voix affaiblie. Madame Clément semblait encore plus fragile que lors de leur dernière rencontre, connectée à plusieurs machines. Elle esquissa néanmoins un sourire en reconnaissant Sarah. « Tu as finalement parlé à Thibault ?» dit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Sarah s'assit près du lit. « Pourquoi ne m'avoir jamais rien dit ? Toutes ces années, j'ai fait une promesse, » murmura la vieille femme. « Et je croyais sincèrement que c'était mieux ainsi. La vérité peut être un fardeau aussi lourd que l'ignorance, Sarah. La vérité est un droit, pas une faveur qu'on accorde, » répliqua Sarah avec une fermeté qui la surprit elle-même. Madame Clément acquiesça lentement. « Tu as raison. J'ai peut-être eu tort de garder le silence si longtemps. » Elle tendit une main tremblante vers la table de chevet. « Il y a quelque chose que je dois te montrer. Dans le tiroir. » Sarah l'ouvrit et en sortit une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvait une clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?» Thibault venait régulièrement à l'orphelinat, toujours discrètement. Il apportait des dons, demandait de tes nouvelles. Je prenais des photos de toi à chaque étape importante. Ton premier jour d'école, tes spectacles, tes remises de prix. Tout est là. » Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes. Il était présent, à sa façon. À distance. Oui, par peur, par honte, par respect pour sa promesse. Je ne saurais le dire. Madame Clément s'interrompit, saisie d'une quinte de tout. Mais il y a autre chose que tu dois savoir, Sarah. Quelque chose concernant les Dufresne. La vieille femme se redressa légèrement. Baissant la voix comme par crainte d'être entendue, Victor est venu me voir il y a quelques jours. Il posait des questions sur toi, sur ton médaillon. Il semblait obsédé. Que lui avez-vous dit ? Rien. Mais son intérêt n'est pas innocent, Sarah. Après son départ, j'ai fait un malaise. Les médecins parlent de stress. Mais
Sarah fronça les sourcils. « Vous pensez qu'il vous a menacé ? Je ne me souviens pas clairement, mais méfie-toi de lui, Sarah. Cette vendetta familiale a déjà fait trop de victimes. » Le soir même, la perle dorée bourdonnait d'activité. Sarah, de retour au travail après quelques jours d'absence, évoluait entre les tables avec une grâce automatique, son esprit ailleurs. Elle avait besoin de cette routine, de ce cadre familier pour digérer les révélations des derniers jours. Vers 21h, alors qu'elle servait une table de clients italiens, elle aperçut Victor Dufresne qui entrait dans le restaurant. Accompagné d'un homme qu'elle ne connaissait pas, leurs regards se croisèrent et Victor lui adressa un sourire qui la mit immédiatement mal à l'aise. Dans les cuisines, Marcel remarqua immédiatement son trouble. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Victor Dufresne vient d'arriver, » murmura-t-elle, « avec quelqu'un que je n'ai jamais vu. » Marcel jeta un coup d'œil discret par le hublot de la porte. « C'est Jean Moreau, l'avocat de la famille, un vautour en costume. Pourquoi venir ici ce soir ? Pour t'observer, probablement, ou pour narguer Fournier ?» Comme pour confirmer ses paroles, Thibault. Fournier fit son entrée dans le restaurant quelques minutes plus tard. Son visage se crispa imperceptiblement lorsqu'il aperçut Victor. Mais il se reprit rapidement et se dirigea vers sa table habituelle. Sarah se retrouva prise au milieu de ce champ de tension, servant alternativement les deux tables opposées, sentant peser sur elle les regards des deux hommes qui semblaient se livrer une guerre silencieuse dont elle était devenue l'enjeu. Pendant une brève accalmie, Victor l'intercepta près du bar. « Avez-vous réfléchi à notre conversation, Sarah ? Ce n'est ni le lieu ni le moment, » répondit-elle sèchement. « Au contraire, c'est parfait, » sourit-il, désignant discrètement Thibault. « Vous a-t-il parlé du testament de Pauline ? A-t-il mentionné ce que contenait réellement ce médaillon que vous portez ?» Sarah sentit son cœur s'accélérer. « De quoi parlez-vous ? Ce médaillon n'est pas qu'un simple bijou sentimental. Une fois les deux moitiés réunies, il révèle l'emplacement de documents compromettants que Pauline avait cachés, des preuves qui pourraient ruiner Fournier. C'est pour cela qu'il vous recherche avec tant d'empressement. » Elle scruta son visage, cherchant à déceler le mensonge. Pourquoi Pauline aurait-elle caché de tels documents ? Pour se protéger, bien sûr, votre mère n'était pas naïve. Elle savait que Fournier était dangereux. Ces documents étaient son assurance vie, qui malheureusement n'a pas suffi. Vous insinuez que Thibault aurait... Sarah n'osa pas terminer sa phrase. Le sourire de Victor s'élargit. Je n'insinue rien. Je vous suggère simplement de demander à votre père ce qui est vraiment arrivé à Pauline cette nuit-là. La pneumonie est un diagnostic bien commode, n'est-ce pas ? Il glissa discrètement une carte dans la main de Sarah. Une adresse où nous pourrons parler librement. Venez quand vous serez prête à entendre toute la vérité. Victor rejoignit sa table, laissant Sarah profondément troublée. Elle sentit alors le regard de Thibault, posé sur elle. Un regard inquiet, presque suppliant. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Sarah eut la désagréable sensation d'être suivie. En arrivant devant son immeuble, elle se retourna brusquement, scrutant l'obscurité. Personne, pourtant, elle aurait juré avoir entendu des pas derrière elle, dans son appartement. Elle s'empressa de verrouiller la porte et tira les rideaux sur la table. Elle disposa côte à côte les deux versions de son histoire, le dossier de Thibault et les documents fournis par Victor. Quelque part entre ces deux récits contradictoires se trouvait la vérité. Elle sortit son médaillon et l'examina attentivement, cherchant un indice, un mécanisme caché. Était-il possible que ce simple bijou contienne un secret aussi important ? Ou n'était-ce qu'un nouveau mensonge des Dufresne pour l'attirer dans leur toile ? Le téléphone sonna, la faisant sursauter. À l'autre bout du fil, la voix paniquée de Marcel. « Sarah, Madame Clément vient de faire un arrêt cardiaque. Les médecins ne sont pas optimistes. Elle a prononcé ton nom avant de perdre conscience. » Sarah sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Les événements s'accéléraient, comme si une horloge invisible s'était mise en marche, précipitant inexorablement le dénouement de cette histoire commencée 25 ans plus tôt. Les couloirs de l'hôpital semblaient interminables, alors que Sarah courait presque, le cœur battant, l'odeur de désinfectant, les néons blafards, le murmure des conversations médicales. Tout se fondait en un brouillard anxiogène autour d'elle. Devant la chambre de Madame Clément, un médecin discutait avec une infirmière. Leur visage grave en disait long. « Comment va-t-elle » demanda Sarah, essoufflée. Le médecin la dévisagea avec compassion. « Vous êtes de la famille ? Je suis Sarah Lemercier. Elle m'a demandé avant de... » « Ah, Sarah ?»
interrompit le médecin en consultant ses notes. Madame Clément vous a inscrite comme personne à contacter. Son état est critique, mais stable pour l'instant. L'arrêt cardiaque a été bref. Nous avons pu intervenir rapidement. Je peux la voir. Quelques minutes seulement, elle est très faible dans la chambre. Le bip régulier des machines semblait scander le temps précieux qui s'écoulait. Madame Clément, plus pâle que les draps qui l'entouraient, ouvrit faiblement les yeux lorsque Sarah s'approcha. « Tu es venue » murmura-t-elle. Sarah prit sa main décharnée dans la sienne. « Bien sûr que je suis venue. Que s'est-il passé ?» La vieille femme serra légèrement ses doigts. « Victor Dufresne, il est revenu à l'orphelinat aujourd'hui. Il cherchait quelque chose dans les archives. Quoi exactement? Le registre des visiteurs, des 25 dernières années ?» Sa respiration devint laborieuse. Je l'ai surpris dans mon bureau. Il m'a dit que, si je parlais, il s'assurerait que l'orphelinat perde ses financements. Sarah sentit une vague de colère l'envahir. C'est à cause de lui que vous, la peur, l'âge, mon cœur n'a pas supporté. Madame Clément toussa faiblement. Sarah, écoute-moi bien. Thibaut n'est pas le saint qu'il prétend être, mais il n'est pas le monstre que décrivent les Dufresne. La vérité est quelque part entre les deux. Et quelle est cette vérité? Les yeux de la vieille femme se fermèrent un instant, comme si elle rassemblait ses dernières forces. Dans mon bureau, il y a un coffre-fort dissimulé derrière le tableau de Saint-Joseph. Le code est ta date de naissance. Tu y trouveras une lettre que Pauline m'a confiée avant de mourir. Elle voulait que tu l'aies à ta majorité, mais j'ai eu peur des conséquences. L'infirmière entra. Signalant que le temps était écoulé, Sarah se pencha pour embrasser le front de Madame Clément. « Tenez bon, je reviendrai demain. Sois prudente, Sarah, » murmura la vieille femme. Les médaillons, ensemble, ils ouvrent. Sa voix s'éteignit, trop faible pour continuer. L'orphelinat était silencieux à cette heure tardive. Sarah avait utilisé son ancienne clé, celle que Madame Clément lui avait permis de garder quand elle était partie, au cas où tu aurais besoin de revenir. Pour entrer discrètement, elle connaissait chaque recoin de ces couloirs où elle avait grandi, chaque grincement du parquet qu'il fallait éviter pour ne pas réveiller les enfants. Le bureau de la directrice était plongé dans la pénombre. Sarah alluma sa lampe de poche, son faisceau balayant les murs jusqu'à s'arrêter sur le tableau représentant Saint-Joseph. Elle le décrocha délicatement, révélant un petit coffre-fort digital. Ses doigts tremblèrent légèrement en composant sa date de naissance. 17-07-2000. Un déclic discret, et la porte s'ouvrit, à l'intérieur. Plusieurs dossiers administratifs, quelques bijoux sans grande valeur, et une enveloppe scellée portant son nom écrit d'une écriture fine et élégante, l'écriture de Pauline. Sa mère, Sarah s'assit dans le fauteuil de Madame Clément et ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle manipulait un trésor fragile. « Ma chère Sarah », commençait la lettre, « si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te raconter notre histoire moi-même. J'espère que Madame Clément a pris soin de toi comme elle me l'a promis. » Les mots suivants firent monter les larmes aux yeux de Sarah. « Je veux que tu saches que ton abandon n'a jamais été mon choix. Ton père et moi avions prévu de t'élever ensemble, loin des pressions de sa famille. Mais le destin en a décidé autrement. » Pauline racontait ensuite comment Thibaut avait initialement défié son père, prêt à renoncer à sa fortune pour elle. Comment, sous la pression, il avait finalement cédé. Comment les Dufresne avaient joué un rôle trouble dans cette affaire. Bernard Dufresne servant d'intermédiaire aux menaces du vieux fournier, tout en convoitant lui-même l'entreprise. Ce que personne ne sait, poursuivait la lettre, c'est que j'ai découvert des documents compromettants dans le bureau du père de Thibaut. Des preuves de transactions illégales avec des régimes politiques sous embargo. J'ai fait une copie de ces documents et les ai cachés, pensant qu'ils pourraient nous protéger. Mais ils n'ont fait qu'augmenter le danger. Sarah tourna la page, le cœur battant. Le médaillon que tu portes n'est pas qu'un simple bijou sentimental. Une fois réuni avec sa moitié, il révèle une combinaison gravée à l'intérieur, l'accès à un coffre où sont conservées ses preuves. Thibaut ignore ce secret. Je ne lui ai jamais dit pour le protéger autant que pour nous protéger. La lettre se terminait par ces mots. Quoi que tu décides de faire de ces informations, sache que ton père t'aimait sincèrement. Sa lâcheté n'était pas de la cruauté, mais de la peur. Je t'aime, ma fille. Et je regrette chaque jour passé loin de toi, avec tout mon amour. Pauline. Sarah resta immobile, la lettre serrée contre son cœur. Un bruit soudain la fit sursauter. Des pas dans le couloir.
Elle éteignit rapidement sa lampe de poche et se glissa derrière la porte entr'ouverte. Une silhouette masculine entra dans le bureau. Une lampe à la main, Sarah retint son souffle en reconnaissant Victor Dufresne. Il se dirigea droit vers le coffre-fort ouvert, fouillant frénétiquement à l'intérieur. « C'est ça que vous cherchez ?» demanda Sarah en sortant de l'ombre, brandissant la lettre. Victor se retourna vivement, surpris mais recouvrant rapidement son sang-froid. « Sarah, je me doutais que vous viendriez ici. Comment avez-vous su pour la lettre ? Bernard Dufresne savait beaucoup de choses, » répondit-il avec un sourire froid. « Mon père n'était pas qu'un simple associé des Fournier. Il était leur homme de main, leur nettoyeur. C'est lui qui a fait pression sur Pauline pour qu'elle vous abandonne. Sur ordre du père de Thibault, » compléta Sarah. « Au début, oui, mais mon père avait ses propres ambitions. » Victor s'approcha lentement. Pauline avait découvert son double jeu. Ces documents qu'elle a cachés ne concernent pas seulement les Fournier, mais aussi mon père. C'est pour ça qu'il l'a menacée. Sarah recula, méfiante. La lettre dit que Pauline est morte d'une pneumonie. Officiellement. Oui, le sourire de Victor s'élargit, glacial. Mais une pneumonie peut être encouragée, disons. L'horreur de cette insinuation frappa Sarah de plein fouet. Votre père a tué ma mère. Les affaires sont les affaires, répondit simplement Victor. Et maintenant, j'aimerais récupérer cette lettre et votre joli médaillon. Jamais. Ne soyez pas stupide. Sarah, ces documents peuvent ruiner Fournier, mais aussi me compromettre. Je ne peux pas vous laisser partir avec ça. D'un geste rapide, Victor sortit un petit pistolet de sa poche. Sarah sentit son sang se glacer. Vous n'oserez pas, dit-elle, la voix tremblante. Pas ici, avec tous ces enfants. Un silencieux rend les choses beaucoup plus discrètes, répondit-il en vissant l'accessoire au canon de l'arme. Maintenant, donnez-moi cette lettre et votre médaillon. La porte du bureau s'ouvrit brusquement, révélant Marcel, le visage tendu. Sarah, tout va bien. J'ai vu de la lumière et... Il s'interrompit en apercevant Victor et son arme. Dufresne, le chef cuisinier à la rescousse, ricana Victor. Comme c'est touchant. Pose cette arme, Victor, dit calmement Marcel. Tu ne veux pas ajouter un meurtre à la liste des crimes de ta famille ? Sarah profita de cette distraction pour glisser discrètement la lettre dans sa poche. Victor le remarqua et pointa son arme vers elle. La lettre maintenant. Elle n'en a pas besoin. Intervint une nouvelle voix depuis le couloir. Thibault Fournier entra dans la pièce, le regard sombre. J'ai tout entendu, Victor. Je sais maintenant ce que ton père a fait à Pauline. La tension dans la pièce était palpable. Victor, coincé entre trois personnes, semblait calculer ses options, son arme passant de l'un à l'autre. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Sarah, stupéfaite de voir son père et Marcel surgir ainsi. « Le traceur GPS dans ton téléphone », admit Marcel. « Je l'ai installé pour te protéger, après les menaces de Victor. Et moi ? J'ai suivi Marcel, » ajouta Thibault. « Je savais que les Dufresne ne renonceraient pas facilement. » Victor éclata d'un rire sans joie. La petite famille réunie, comme c'est émouvant, dommage que ça doive se terminer ainsi. Il pointa son arme vers Thibault. « Je vais commencer par vous, Fournier. » Une vengeance attendue depuis trop longtemps. Tout se passa en un éclair. Marcel bondit vers Victor au moment où celui-ci pressait la détente. Le coup partit, étouffé par le silencieux, mais suffisamment bruyant dans le silence de la nuit pour faire pleurer un enfant dans une chambre proche. Marcel s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa chemise. « Marcel !» cria Sarah, se précipitant vers lui. Victor profita de la confusion pour s'échapper, bousculant Thibault au passage. Ce dernier hésita un instant entre poursuivre Victor et rester auprès de Marcel, puis s'agenouilla près du chef blessé. « Ambulance !» murmura Marcel, le visage crispé de douleur. « Vite !» Alors que Thibault appelait les secours, Sarah tenait la main de Marcel, les larmes coulant librement sur ses joues. « Tiens bon !» supplia-t-elle. « Ne me laisse pas, toi aussi. » Les sirènes des ambulances déchirèrent le silence de la nuit. Leur lueur bleue dansant sur les murs de l'orphelinat, dans le chaos qui suivit, Sarah resta comme pétrifiée, les mains tachées du sang de Marcel. Ce n'est que lorsque les ambulanciers emportèrent le chef sur une civière qu'elle sembla reprendre ses esprits. « Je veux aller avec lui », dit-elle fermement. Thibault, qui venait de terminer sa déposition auprès des policiers,
posa une main hésitante sur son épaule. « Je vous y conduirai. Ma voiture nous attend. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un silence pesant. Sarah, le regard fixe, serrait contre elle son médaillon, comme un talisman qui pourrait inverser le cours des événements. « Il va s'en sortir », dit finalement Thibaut, brisant le silence. La balle a touché l'épaule, loin des organes vitaux. Sarah tourna lentement la tête vers lui. « Comment avez-vous su que j'étais en danger ? Je fais surveiller Victor depuis des semaines. Quand mon homme l'a vu se diriger vers l'orphelinat, j'ai immédiatement appelé Marcel. Vous me faites suivre également ?» Thibaut hésita. « Je voulais vous protéger, Sarah. Les Dufresne sont dangereux. Vous le savez maintenant. » « Ce que je sais, » répondit-elle amèrement, « c'est que tout le monde autour de moi ment, manipule ou cache la vérité, y compris vous. » « Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi, » murmura Thibaut, les yeux rivés sur la route. « J'ai passé 25 ans à regretter ma lâcheté, à me demander ce qu'était devenue ma fille quand je vous ai vu au restaurant, avec ce médaillon. » « Le médaillon ?» l'interrompit Sarah. « Savez-vous ce qu'il contient vraiment ?» Thibaut fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Pauline a laissé une lettre. Elle y explique que les deux moitiés du médaillon, une fois réunies, révèlent une combinaison, l'accès à des documents compromettants concernant votre père et Bernard Dufresne. La voiture fit une légère embardée, tandis que Thibaut assimilait cette information. « Je n'en savais rien », admit-il. « Pour moi, ce médaillon n'était qu'un symbole, une façon de rester connecté à vous malgré la séparation. » Sarah sortit la lettre de sa poche et la lui tendit. « Lisez-la. Pauline dit que votre père et Bernard Dufresne étaient impliqués dans des transactions illégales avec des régimes sous embargo. » Thibaut parcourut la lettre, son visage se décomposant au fil de sa lecture. « Mon Dieu !» murmura-t-il finalement. « Si ce que dit Pauline est vrai, alors Victor veut ces documents pour se protéger lui-même, » compléta Sarah. « Et il est prêt à tuer pour ça. » À l'hôpital, ils furent dirigés vers une salle d'attente. Marcel était encore au bloc opératoire. Sarah s'effondra sur une chaise, l'adrénaline laissant place à une fatigue écrasante. « Vous devriez rentrer vous reposer », suggéra doucement Thibaut. « Je vous préviendrai dès qu'il y aura du nouveau. »« Non », répondit-elle fermement. « Je reste ici. » Thibaut s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. « Sarah, » dit-il après un moment, « je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais je vous promets que je ferai tout pour arrêter Victor et réparer mes erreurs. » Elle le regarda longuement, cherchant dans ses traits une ressemblance avec elle-même, un signe de cette connexion biologique qu'elle avait si longtemps ignorée. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années ? J'ai cru que je vous protégeais en restant loin de vous, » répondit-il, la voix tremblante d'une émotion inhabituelle. « Mon père était un homme cruel, capable du pire. Quand j'ai découvert que Pauline était morte, j'ai soupçonné qu'il y était pour quelque chose. Mais je n'avais aucune preuve. J'ai préféré vous garder dans l'anonymat, loin de cette toxicité. » Sarah détourna le regard. « Et pourtant, elle m'a retrouvée. Je suis désolée, » murmura Thibaut. « Plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. » Un médecin en tenue de bloc s'approcha d'eux. « Famille de Monsieur Beaumont. » Sarah se leva d'un bond. « Comment va-t-il ? L'opération s'est bien passée. La balle a été extraite sans complications majeures. Il est stable et conscient. Il demande à vous voir. » Le soulagement submergea Sarah comme une vague. « Puis-je y aller maintenant ? » Brièvement, acquiesça le médecin. « Il a besoin de repos, dans la chambre de soins intensifs. » Marcel semblait étrangement diminué, entouré de machines et de perfusions. Son visage s'éclaira pourtant d'un faible sourire en voyant Sarah. « Tu as une mine terrible, » plaisanta-t-il faiblement. « Parle pour toi, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Tu m'as fait une de ces peurs. » Marcel serra doucement sa main. « Victor, il ne s'arrêtera pas là. Il est acculé maintenant, ce qui le rend encore plus dangereux. La police le recherche, » le rassura Sarah. « Tout sera bientôt terminé. »« Non, » insista Marcel, soudain plus grave. « Tu ne comprends pas ? Demain soir, c'est le gala annuel de la Perle dorée. Tous les grands noms de Lyon seront présents. Y compris Thibaut. Victor ne manquera pas à cette occasion. » Sarah fronça les sourcils. « Tu crois qu'il osera s'y montrer après ce qu'il a fait ? Ce n'est pas Victor qui viendra, » expliqua Marcel en grimaçant de douleur. « Mais ces hommes, je l'ai entendu, au téléphone, juste avant qu'ils ne me tirent dessus. Ils parlaient d'un plan B pour demain soir, de retour dans la salle d'attente.
Sarah rapporta à Thibault les inquiétudes de Marcel. L'homme d'affaires passa plusieurs appels, renforçant la sécurité du restaurant pour le gala du lendemain. « Vous ne devriez pas y aller, » dit Sarah. « C'est trop risqué. »« Au contraire, » répondit Thibault. Déterminé. « Si Victor veut vraiment passer à l'action demain soir, mon absence ne ferait que reporter le danger. Mieux vaut l'affronter dans un cadre que nous contrôlons. Nous, je ne vous demanderai pas de participer à ça, Sarah. Vous avez déjà été trop impliquée. » Elle secoua la tête. « C'est aussi mon combat. Marcel a été blessé en me protégeant. Pauline était ma mère. Je ne vais pas me cacher pendant que d'autres risquent leur vie. » Thibault la regarda avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Vous êtes aussi têtue que votre mère. » Pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire se dessina sur les lèvres de Sarah. « Apparemment, j'ai aussi hérité de quelques traits de mon père. » L'aube pointait à peine lorsqu'ils quittèrent l'hôpital. Thibault insista pour raccompagner Sarah chez elle. « Vous devriez prendre quelques heures de repos, » suggéra-t-il. « La journée sera longue. Je n'arriverai pas à dormir, » répondit-elle en secouant la tête. « Pas après tout ça. Alors permettez-moi au moins de vous offrir un petit déjeuner. Il y a une boulangerie qui ouvre tôt près d'ici. » Assis à une petite table, devant des croissants encore chauds et des cafés fumants, père et fille partageaient un moment presque normal, comme si le poids des 25 années de séparation s'allégeait momentanément. « J'ai une idée concernant le médaillon, » dit soudain Sarah. « Si Victor est si désespéré de mettre la main dessus, utilisons-le comme appât. » Thibault fronça les sourcils. « C'est trop dangereux. C'est notre meilleure chance de le piéger, » insista-t-elle. « Nous pouvons faire courir le bruit que j'apporterai les 2 moitiés du médaillon au gala ce soir. Victor ne pourra pas résister. Et si ça tourne mal, alors nous improviserons, » répondit Sarah avec une détermination qui rappelait étrangement celle de Pauline. « Comme vous l'avez dit, mieux vaut l'affronter dans un cadre que nous contrôlons. » Thibault soupira, reconnaissant la futilité d'argumenter contre cette détermination qu'il connaissait trop bien. « D'accord, mais à une condition. Vous porterez un gilet pare-balles sous votre tenue de service. » Sarah acquiesça. « J'accepte. » Ils passèrent les heures suivantes à élaborer leur plan, contactant la police pour obtenir une surveillance discrète du restaurant, renforçant les mesures de sécurité, anticipant chaque mouvement possible de Victor. Le soir approchait inexorablement. Dans quelques heures, le prestigieux gala annuel de la Perle Dorée réunirait l'élite lyonnaise pour une soirée qui promettait d'être mémorable, mais pas pour les raisons inscrites sur les élégantes invitations. Sarah regarda par la fenêtre du petit café, observant la ville s'éveiller lentement. Quelque part là-bas, Victor Dufresne préparait sa vengeance, et elle serait prête à l'affronter, portant autour de son cou le médaillon qui avait déclenché toute cette histoire, un bijou en argent qui, comme elle, avait été brisé en 2 et cherchait maintenant à retrouver son intégrité. La Perle Dorée resplendissait comme jamais en cette soirée de gala. Des voituriers en livrée accueillaient les limousines qui déposaient l'élite lyonnaise devant l'entrée illuminée. À l'intérieur, des compositions florales somptueuses ornaient chaque table, tandis que des chandeliers en cristal diffusaient une lumière ambrée qui se reflétait sur l'argenterie étincelante. Dans les cuisines, l'atmosphère était électrique. L'absence de Marcel se faisait cruellement sentir. Mais son second, Jérôme, dirigeait l'équipe avec une autorité calme qui aurait rendu fier le chef blessé. Sarah, vêtue de son uniforme noir rehaussé d'un nœud papillon doré, la tenue spéciale des serveurs pour le gala, ajustait discrètement le gilet pare-balles sous sa chemise. Il était plus léger que ce qu'elle avait imaginé, mais tout de même inconfortable dans la chaleur des cuisines. « Comment te sens-tu » demanda Jérôme en passant près d'elle. « Prête » répondit-elle avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait réellement. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Thibault. « En position, sécurité en place, restez vigilante. » Elle glissa son médaillon sous sa chemise, les 2 moitiés enfin réunies, celle de sa mère et celle de son père, attachées par un fil d'argent temporaire. Une rumeur avait été stratégiquement propagée dans les cercles proches de Victor. Sarah porterait le médaillon complet ce soir, révélant enfin le secret qu'il contenait. L'appât était en place. Restait à voir si le poisson mordrait. Les premières heures du gala se déroulèrent sans incident. Les convives savouraient le menu d'exception préparé en hommage à Marcel. Une symphonie de saveurs que Sarah servait avec une grâce mécanique. Son esprit entièrement focalisé sur les visages qui l'entouraient, cherchant le moindre signe suspect, Thibault, Fournier, élégant dans son smoking,
jouait parfaitement son rôle d'hôte, circulant entre les tables, échangeant des plaisanteries avec les invités, comme si la menace qui planait sur lui n'existait pas. À 22h30, alors que le dessert, une création spectaculaire baptisée Symphonie d'or, en l'honneur du restaurant, était servi, Sarah aperçut un mouvement à la porte de service. 2 hommes en tenue de serveur qu'elle ne reconnaissait pas venèrent d'entrer, échangeant quelques mots avec le responsable de salle qui semblait confus. Son cœur s'accéléra. Elle s'approcha discrètement de Thibault, qui discutait avec le maire et sa femme. « Pardonnez-moi, monsieur Fournier », dit-elle avec un sourire professionnel. « Pourriez-vous venir en cuisine ? Le chef a besoin de votre avis sur le vin pour le toast. » Thibault comprit immédiatement le message. « Bien sûr, veuillez m'excuser », dit-il à ses interlocuteurs avant de suivre Sarah. « 2 hommes viennent d'arriver, » murmura-t-elle dès qu'ils furent hors de portée. « Ils se font passer pour des serveurs. » Thibault jeta un regard discret par-dessus son épaule. « Je les vois. L'un d'eux est Jean Ravier, un ancien employé de Bernard Dufresne. L'autre m'est inconnu. Que faisons-nous ? Continuez comme prévu. La police est en position. Mes hommes aussi. Laissons-les faire le premier mouvement. » Sarah hocha la tête et retourna vers les tables, sentant le poids du médaillon contre sa poitrine comme un rappel constant du danger qui rôdait. Les 2 faux serveurs se déployèrent dans la salle, l'un prenant position près du bar, l'autre circulant entre les tables, s'approchant inexorablement de celle où Thibault venait de reprendre place. À 23h15, le moment tant attendu arriva. Le responsable de salle demanda l'attention des convives pour le discours traditionnel du propriétaire. Thibault se leva sous les applaudissements, s'avançant vers le petit podium installé pour l'occasion. Sarah vit l'un des hommes glisser sa main sous sa veste. Sans réfléchir, elle renversa, accidentellement, un plateau de champagne sur lui, provoquant une confusion momentanée qui attira tous les regards. « Je suis désolée », s'excusa-t-elle exagérément. « Laissez-moi vous aider. » L'homme lui lança un regard assassin, sa main toujours sous sa veste. « Ce n'est rien », dit-il sèchement, tentant de s'éloigner. Mais Sarah insista, tamponnant sa chemise avec une serviette. « Votre veste est trempée, venez en cuisine. »« Nous avons un sèche-linge. J'ai dit que ce n'était rien, » répéta-t-il plus fermement, repoussant sa main. C'est alors que son complice, voyant la situation se dégrader, passa à l'action. D'un mouvement fluide, il sortit une arme et la pointa vers Thibault, qui s'était figé sur l'estrade. « Personne ne bouge !» cria-t-il. Les convives, d'abord incrédules, puis terrifiés, s'immobilisèrent. L'homme au champagne profita de la distraction pour repousser violemment Sarah et sortir également son arme. « Monsieur Fournier », lança-t-il avec un sourire mauvais, « Victor vous envoie ses salutations. »« La police est déjà en route », répondit calmement Thibault. « Vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Nous n'avons pas besoin de nous en sortir, » répliqua l'homme. « Juste de terminer le travail. » Il tourna son regard vers Sarah. « Quant à vous, mademoiselle Lemercier, remettez-nous ce médaillon, maintenant. » Sarah sentit tous les regards se tourner vers elle. Lentement, elle porta la main à son cou, sortant le médaillon de sous sa chemise. « C'est ça que vous voulez ?» demanda-t-elle, gagnant du temps. « Venez le chercher. » L'homme fit un pas vers elle, puis s'arrêta, méfiant. Jetez-le par terre et reculez. À cet instant précis, les lumières s'éteignirent brutalement. Plongeant la salle dans l'obscurité, des cris de panique s'élevèrent, couverts par le bruit sourd d'une porte enfoncée et des voix autoritaires ordonnant à tous de se mettre à terre. Dans la confusion, Sarah sentit une main agripper son bras et la tirer violemment en arrière. Elle tenta de se débattre, mais une voix familière la figea sur place. « Ne résistez pas si vous tenez à la vie », murmura Victor Dufresne à son oreille, pressant le canon d'un pistolet contre ses côtes. Il la traînait vers la sortie de secours quand les lumières de secours s'allumèrent, révélant le chaos dans la salle. Les policiers maîtrisaient les 2 complices. Tandis que les invités se recroquevillaient sous les tables, « Sarah !» cria Thibault en l'apercevant dans les bras de Victor. « Un pas de plus, et je la tue !» menaça ce dernier, reculant vers la porte. Le temps sembla se suspendre. Sarah, sentant l'étau se resserrer autour de son bras, prit une décision. D'un mouvement brusque, elle arracha le médaillon de son cou et le lança vers Thibault. « Non !» hurla Victor, son attention momentanément détournée. C'était tout ce dont Sarah avait besoin. Utilisant les techniques d'autodéfense apprises pendant ses années à l'orphelinat, elle pivota et frappa Victor au plexus solaire, lui coupant le souffle. L'homme vacilla,
mais ne lâcha pas son arme. Il la pointa vers Sarah avec une rage meurtrière. Le coup de feu résonna dans la salle. Assourdissant, Sarah ferma les yeux, s'attendant à ressentir la douleur. Mais ce fut Victor qui s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa poitrine. Derrière lui se tenait Thibaut, un pistolet encore fumant à la main. « Personne ne touche à ma fille », dit-il d'une voix que Sarah ne lui connaissait pas. Les policiers se précipitèrent, sécurisant l'arme de Thibaut et vérifiant l'état de Victor. Sarah resta immobile, sous le choc, jusqu'à ce que son père s'approche et la prenne dans ses bras. « C'est fini », murmura-t-il. « C'est vraiment fini maintenant. » Les heures qui suivirent passèrent comme dans un brouillard. Les dépositions à la police, les questions sans fin, les examens médicaux pour s'assurer qu'elle n'était pas blessée. À l'aube, Sarah se retrouva dans la chambre d'hôpital de Marcel, racontant les événements de la nuit au chef encore pâle mais alerte. « Victor » demanda-t-il. « En soins intensifs » répondit-elle. « Les médecins sont réservés sur ses chances. » Marcel hocha lentement la tête. « Et le médaillon » Sarah sortit de sa poche les 2 moitiés, désormais séparées. « Il n'a jamais contenu de combinaison gravée » dit-elle doucement. C'était une ruse de Pauline. Les documents sont ailleurs. Ou, dans un coffre à la banque, au nom de Rose Martin, l'anagramme de « m'en sortir ». Elle sourit faiblement. Ma mère était plus maligne qu'ils ne le pensaient tous. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Thibaut entra, l'air épuisé mais soulagé. « Les complices de Victor ont parlé », annonça-t-il. Ils ont confirmé que Bernard Dufresne avait orchestré la maladie de Pauline, des médicaments contaminés, administrés alors qu'elle était déjà affaiblie. Sarah ferma les yeux, assimilant cette confirmation de ses pires craintes. Qu'y avait-il dans ces documents qu'elle a cachés? Qu'est-ce qui valait sa vie? Des preuves de trafic d'armes vers des zones sous embargo, répondit Thibaut. Mon père et Bernard Dufresne utilisaient nos sociétés comme couverture, des millions détournés, des politiciens corrompus, des vies sacrifiées pour le profit. Un silence lourd s'installa dans la chambre. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda finalement Sarah. Thibaut s'approcha de la fenêtre, contemplant le jour qui se levait sur Lyon. Nettoyer le nom de Fournier, utiliser ses preuves pour que justice soit faite, même tardivement, et ensuite, il se tourna vers elle. Ensuite, j'aimerais apprendre à connaître ma fille, si elle veut bien m'accorder cette chance. Sarah sentit les larmes monter, mais les retint. J'ai besoin de temps, dit-elle doucement. Beaucoup de temps. J'attendrai, répondit simplement Thibaut. J'ai déjà attendu 25 ans. Je peux attendre encore. Marcel prit la main de Sarah dans la sienne. Quoi que tu décides, souviens-toi que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est une question de choix. Sarah regarda les 2 hommes, l'un qui lui avait donné la vie, l'autre qui l'avait guidée sans qu'elle le sache. Entre eux, elle tenait les 2 moitiés du médaillon, symbole de son identité fracturée qui, peut-être un jour, pourrait être réunifiée. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit du gala, l'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps qui habillait maintenant les berges du Rhône de couleurs éclatantes, Lyon semblait différente aux yeux de Sarah, plus légère, comme si un voile s'était levé sur la ville. Le petit appartement sous les toits qu'elle occupait depuis son retour était baigné de la lumière matinale lorsque son réveil sonna. Elle l'éteignit d'un geste machinal, mais resta allongée quelques minutes, savourant le calme. Sur sa table de nuit, un cadre photo accueillait désormais le portrait de Pauline. Sa mère, une image retrouvée dans les affaires personnelles, que Madame Clément avait conservée toutes ces années. À côté, une enveloppe entrouverte contenait un document officiel qu'elle avait relu plusieurs fois. L'acte de reconnaissance de paternité signé par Thibaut Fournier, Sarah Fournier-Lemercier, ce nouveau nom qu'elle n'avait pas encore totalement apprivoisé, une identité hybride qui reflétait son histoire complexe. Son téléphone vibra, un message de Marcel. « N'oublie pas, 10 heures pour la réunion, j'ai besoin de ton avis sur les dernières modifications du menu. » Elle sourit. Depuis sa convalescence, Marcel avait pris l'habitude de la consulter pour chaque décision importante concernant la perle dorée, non plus comme une simple employée, mais comme une associée. Les leçons de cuisine qu'il lui donnait autrefois en secret s'étaient transformées en véritables sessions de création culinaire, où il la poussait à développer son propre style. Sarah se leva, prépara un café et s'installa près de la fenêtre ouverte. En contrebas, Lyon s'éveillait,
ses toits de tuiles rouges, chatoyant sous le soleil. Elle repensa au chemin parcouru ces derniers mois, aux choix difficiles, aux réconciliations fragiles. Victor Dufresne avait survécu à sa blessure, mais pas à la justice. Le procès pour tentative de meurtre, ajouté aux charges liées aux activités illégales révélées par les documents de Pauline, lui avait valu une longue peine de prison. Les empires Dufresne et Fournier avaient été secoués dans leurs fondations, leurs secrets exposés au grand jour. Quant à Thibault, il avait tenu parole. Il n'avait jamais forcé les choses, se contentant d'être présent, disponible, patient, un dîner par mois. C'était tout ce que Sarah avait accepté au début. Des rencontres formelles, presque professionnelles, où chacun s'efforçait de ne pas réveiller les fantômes du passé, puis, progressivement, les silences embarrassés avaient fait place à de vraies conversations. Sarah avait découvert en Thibault un homme différent de ce qu'elle avait imaginé, plus vulnérable, profondément marqué par ses erreurs, déterminé à se racheter sans rien exiger en retour. Après une douche rapide, Sarah enfila un jean et un chemisier blanc, attacha ses cheveux en chignon et quitta son appartement. Le trajet jusqu'au restaurant était devenu un rituel qu'elle appréciait, 15 minutes de marche le long du fleuve. À observer la ville s'animer, la Perle Dorée était encore fermée quand elle arriva, mais l'activité battait déjà son plein en cuisine. Marcel, qui se déplaçait désormais avec une légère claudication, supervisait la préparation des fonds et des bases qui mijoteraient toute la journée. « Ah, te voilà !» s'exclama-t-il en l'apercevant. « Viens voir ce que j'ai reçu ce matin. » Il la conduisit vers une table où étaient exposés des champignons d'une rare beauté, morilles, girolles et trompettes de la mort. « Les premiers de la saison », dit-il avec fierté. Je pensais à une variation autour du risotto avec une émulsion de truffes blanches. Sarah huma les arômes boisés des champignons. Et pourquoi pas plutôt un ravioli ouvert? La pâte fraîche ferait un écrin parfait pour ses saveurs. Marcel hocha la tête avec un sourire approbateur. « Montre-moi ». Ce fut comme une danse qu'ils avaient répétée 1000 fois. Sarah prépara la pâte pendant que Marcel s'occupait de la farce aux champignons. Ils travaillaient en silence, parfois, échangeant juste un regard ou un hochement de tête. Une communication tacite née de ces mois de collaboration intense. Alors qu'ils finalisaient le plat, la porte de service s'ouvrit sur Thibault Fournier. Il s'arrêta un instant, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Je suis en avance », dit-il simplement. « Juste à temps pour goûter », répondit Marcel en lui faisant signe d'approcher. Thibault s'installa sur un tabouret. Face à eux, Sarah disposa soigneusement 3 assiettes, ajoutant la touche finale. Une fine lamelle de truffes blanches sur chaque portion. « À la nouvelle carte », proposa Marcel en levant sa fourchette. Ils goûtèrent en silence. Les saveurs se déployèrent, terreuses, complexes, réconfortantes et surprenantes à la fois. « C'est remarquable », dit finalement Thibault. « Je reconnais ton influence, Sarah, cette délicatesse dans l'assaisonnement, c'est ta signature. » Elle accepta le compliment d'un signe de tête. Encore peu habituée à cette forme de reconnaissance, « Les documents sont prêts ?» demanda-t-elle pour changer de sujet. Thibault sortit une chemise de son attaché-case. « Tout est là, l'acte de cession d'une partie de mes parts de la Perle Dorée à ton nom, comme convenu. » Marcel posa une main sur l'épaule de Sarah. « Tu es sûre de ta décision ?» Elle hocha la tête avec détermination. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose. Ce restaurant est mon foyer, bien plus que n'importe quel autre endroit. » Thibault feuilleta les documents, signant aux endroits indiqués. 30% pour Sarah, 30% pour Marcel. 40 pour moi. Un nouveau départ pour la Perle Dorée. Et le nom ? demanda Marcel. Tu souhaites toujours le changer ? Sarah réfléchit un instant. Je pense que Pauline serait parfait, simple, élégant, personnel. Thibault pâlit légèrement à l'évocation de ce nom, mais hocha la tête. Un bel hommage, dit-il doucement. Après la réunion, ils se séparèrent. Marcel retournant superviser les préparatifs du service du midi, Thibault partant pour un rendez-vous d'affaires. Sarah, quant à elle, décida de monter sur la terrasse du restaurant, ce lieu qui avait été le témoin des premiers bouleversements de sa vie quelques mois plus tôt. Lyon s'étendait à ses pieds, majestueuse sous le soleil printanier. Elle sortit de sa poche le médaillon, désormais soudé, les 2 moitiés réunies formant à nouveau un tout cohérent. À l'intérieur,
Elle avait placé une minuscule photo de Pauline d'un côté et de l'autre, une image récente d'elle et Thibaut. Prise lors d'un dîner, je savais que je te trouverais ici. La voix de Madame Clément la fit sursauter. La vieille dame, appuyée sur une canne, s'approcha lentement. « Je suis heureuse que vous ayez pu venir », dit Sarah, en l'aidant à s'asseoir sur une chaise. Remise de son attaque cardiaque, Madame Clément avait finalement accepté de prendre sa retraite. Laissant la direction de l'orphelinat à son adjointe, elle semblait plus sereine désormais, comme libérée d'un poids. « J'ai apporté ce que tu m'as demandé », dit-elle en tendant à Sarah une boîte en carton usé. « Toutes les lettres que Pauline m'envoyait à ton sujet, elle ne manquait jamais de prendre de tes nouvelles. » Même quand sa santé déclinait, Sarah ouvrit la boîte avec précaution. Des dizaines d'enveloppes, classées par date, contenaient les mots d'une mère séparée de son enfant, des mots qu'elle n'avait jamais lus jusqu'à présent. « Elle vous a fait promettre de ne pas me les montrer. » Madame Clément hocha la tête. Elle craignait que ça ne te mette en danger. Ou peut-être avait-elle peur que tu la juges trop sévèrement pour son absence. Sarah caressa doucement les lettres. « Je ne la juge pas. Je comprends maintenant les choix impossibles qu'elle a dû faire. Et ton père, je commence à le comprendre aussi, » admit Sarah. Sa lâcheté d'alors, son besoin de rédemption aujourd'hui, nous apprenons à nous connaître, pas comme père et fille, pas encore, mais comme deux personnes liées par un passé commun et, peut-être, un avenir à construire. Madame Clément sourit avec tendresse. Tu as toujours été une enfant remarquable. Sarah, équilibrée, résiliente, je savais que tu trouverais ton chemin. Grâce à vous, répondit Sarah en serrant la main ridée dans la sienne. Et à Marcel, vous avez été ma vraie famille quand je n'en avais pas. Un serveur apparut sur la terrasse. Mademoiselle Fournier-Lemercier, le chef vous demande en cuisine. Le nouveau commis a des difficultés avec la sauce hollandaise. Sarah sourit à l'usage de son nouveau nom. J'arrive dans un instant. Elle se tourna vers Madame Clément. Vous restez déjeuner, n'est-ce pas? J'ai une nouvelle recette que j'aimerais vous faire goûter. Avec plaisir, répondit la vieille dame, répondit. Je n'ai jamais refusé un repas préparé par toi, depuis ces petits gâteaux que tu cuisinais en cachette pour les anniversaires à l'orphelinat. Sarah l'embrassa sur la joue avant de se diriger vers les escaliers. En passant devant l'entrée principale, elle remarqua que l'ancienne enseigne avait déjà été décrochée. Bientôt, un nouveau nom brillerait au-dessus de ses portes. Pauline, un hommage à celle qui lui avait donné la vie et qui, même dans l'absence, avait façonné son destin dans sa poche. Le médaillon désormais intact semblait plus léger qu'avant, comme le poids du passé qui, peu à peu, se transformait en force pour avancer.